Et dans l'info, mesdames et messieurs, bienvenue au menu de l'actualité. Les douaniers et coordonnateurs aux zones des pays de l'UEMOA, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée prennent part à un dialogue sur la préservation de la couche d'ozone à Grand Popo. Vous aurez les détails dans un instant. Au Gabon, des villageois réclament leurs droits face aux forestiers. Situation qui entraîne des tensions vives entre exploitants forestiers et villageois qui sont dépossédés de leur forêt ancestrale. Nous prenons les mesures qui s'imposent, déclare le secrétaire d'État américain Mike Pompeo après avoir annoncé l'annulation des visas des responsables saoudiens impliqués dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'est tout pour le sommaire. Le dialogue frontalier entre les fonctionnaires de douane et les coordonnateurs aux zones des pays de l'UEMOA, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée a démarré ce mardi 22 octobre à Grand Popo. L'objectif de cette rencontre est de trouver ensemble les stratégies devant amener les pays de cet espace géographique à freiner au niveau des frontières la circulation des fluides frigorigènes de mauvaise qualité. Reportage. Située à 10 km au-dessus de la surface de la Terre, la couche d'ozone, une étendue gazeuse indispensable au bien-être de l'homme, est menacée à cause de l'utilisation des fluides frigorigènes toxiques. Cette couche a pour rôle de filtrer les rayons ultraviolets, d'absorber certaines attaques du soleil et d'en repousser d'autres. Elle est aujourd'hui en danger et se détériore chaque année, principalement du fait de la manipulation des substances approvissionnant la couche d'ozone ou fluides frigorigènes provenant des aérosols ou des produits chimiques utilisés dans le froid, la climatisation et dans la fabrication des mousses. Face à ce danger, le ministère du Cadre de Vie et les responsables de l'ONU Environnement ont réuni les douaniers et coordonnateurs aux zones des pays de l'UEMOA auxquels se sont ajoutés la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée pour convenir des mesures à prendre afin de freiner la circulation des fluides frigorigènes de mauvaise qualité via les frontières. La lutte pour la préservation de la couche d'ozone prenant aujourd'hui l'allure d'un défi dans lequel la douane béninoise s'est engagée, il urge qu'elle redouble de vigilance en procédant à des contrôles rigoureux au niveau des frontières. Ainsi, aussi, les agents des douanes doivent-ils se tenir concernés à l'utilisation judicieuse des kick-toll, outils de référence rapide pour apprécier la qualité des fluides frigorigènes. L'élimination des hydrochlorofluorocarbones et le respect des pays vis-à-vis du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone sont aujourd'hui essentielles, raison principale de cet atelier. Je considère que cet atelier doit favoriser un dialogue stratégique qui assure le renforcement de la capacité des agents des douanes présents aux postes frontaliers et à l'École nationale des douanes pour le contrôle des mouvements des SAO et la contrebande. De même que la formation des fonctionnaires des douanes sur la manipulation des identificateurs de fluides frigorigènes pour garantir une élimination croissante des hydrochlorofluorocarbones dans le respect de nos engagements au protocole de Montréal. Il faut rappeler que le Bénin abrite désormais le centre d'excellence de la sous-région en matière de formation dans le domaine du froid et de la climatisation. Renforcer la capacité des agents de douane présents au poste frontalier et leur assurer une formation sur la manipulation des identificateurs des fluides frigorigènes sont entre autres les résultats attendus de ce conclave de 3 jours qui se déroule à Grand Popo. Il faut préciser que cette rencontre prendra fin ce jeudi 25 octobre 2018. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Benossi a tenu ce lundi une séance de travail avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en visite au Bénin. C'était en présence des ministres Saka Lafia de l'Intérieur, Alassane Seydou des Transports et Serge Arissou du Commerce, Laurent Tonekes et Denis Maroya pour les détails.
En visite au Bénin depuis le 21 octobre 2018, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, s'est rendu dans la soirée de ce lundi 22 octobre 2018 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour une séance de travail. Cette séance de travail thématique a abordé plusieurs sujets dont la zone de libre-échange continentale africaine, l'espace aérien unique, le marché unique, mais également les réformes entreprises au niveau de l'Union africaine, et ceci en présence des ministres Saka Lafia de l'Intérieur, Seydou Alassane des Transports et Serge Arissou du Commerce. Le Bénin est un pays qui croit en l'Union africaine, ce qui explique que à tous les sommets, nous sommes présents, notre chaise n'est pas vide, et que nous restons actifs et mobilisés pour faire en sorte que l'organisation continentale atteigne ses objectifs, nous permet d'avoir cette Afrique que nous voulons. Moussa Faki Mahamat est très heureux de revenir au Bénin, un pays qu'il a connu dans sa jeunesse. Pour lui, le Bénin a mis en œuvre le protocole de libre-échange depuis plus de 3 décennies en raison de son hospitalité. Il a également parlé des chantiers lancés par l'Union africaine, notamment celui de l'approfondissement de l'intégration. En mars 2018, à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, les chefs d'État ont procédé à la signature de l'accord sur la libre-échange transcontinental avec 49 signatures et 7 ratifications à ce jour. La libre circulation des personnes, des biens, d'établissements, avec à la carte un passeport africain, également est une volonté des peuples africains. Nous sommes un continent d'à peu près 30 millions de kilomètres carrés et qui a besoin d'être décloisonné. C'est un marché d'1,2 milliard de personnes. Je crois que la première des choses à faire, c'est ouvrir ce marché pour permettre aux Africains d'aller et de venir, de s'établir, de commercer. S'agissant du marché unique en matière de transport aérien et du transport en général en Afrique, il a expliqué les actions entreprises par l'Union africaine pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063. Pour ce qui concerne les réformes à l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a précisé qu'un sommet extraordinaire aura lieu les 17 et 18 novembre prochains à Addis Abeba pour faire le point. La question de paix et de sécurité n'a pas été occultée. Nous travaillons sur le dossier libyen, en même temps sur la question du Sahel au bassin du lac Tchad. La menace s'est approfondie. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons pour que l'Afrique réellement prenne en charge sa sécurité. Nous avons mis en place un fonds de la paix qui pour la première fois a recueilli une cinquantaine de millions de dollars. C'est un premier pas. Nous travaillons avec les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, dont c'est la responsabilité, le maintien de la paix et de la sécurité. Mes chers amis, l'histoire nous démontre et l'évolution du monde nous démontre qu'il faut d'abord compter sur soi. C'est pour cela que nous avons soutenu, nous continuons à soutenir la force mixte dans le bassin du lac Tchad, ainsi que le G5 Sahel, dont la force est en gestation et qui doit être soutenue. Le président de la Commission de l'Union africaine, pour finir, a précisé qu'il est venu consulter le président de la République du Bénin, lui faire le point et recueillir son conseil dans la perspective du sommet extraordinaire du novembre prochain à Addis Abeba. Atelier de réflexion sur l'actualisation du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures. Une rencontre qui se déroule depuis ce lundi 22 octobre et qui prendra fin le 25 du même mois à l'Infosec de Cotonou. Carole Olaye, Fréjus Fiossi. Organisé par l'OIM, Organisation maritime internationale à travers le projet JIWACAF et le ministère du Transport, cet atelier a pour objectif l'actualisation du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution maritime accidentelle par les hydrocarbures. Dans le contexte du développement du transport des produits pétroliers et d'activités d'exploration pétrolifère dans les eaux maritimes béninoises, la protection du milieu marin est devenue une préoccupation majeure. Il est alors important que les acteurs concernés par la sauvegarde de l'environnement marin améliorent quotidiennement leur capacité à faire face à une pollution marine par les hydrocarbures causée par les navires ou des installations offshore d'exploration pétrolifère. Un exercice capital selon le représentant du projet JIWACAF qui a souligné l'importance d'une mise à jour du dit document et le maintien de la veille permanente sur les 46 000 km² des côtes béninoises.
Ces objectifs de mise à jour et d'opéralisation du plan guideront notre travail tout au long de la semaine. Pour cela, nous serons épaulés par nos 2 experts, Madame Nathalie Monvoisin et Monsieur Romain Dietchi, consultants pour l'OMI IPIECA pour le projet GIA-WACAF, qui ont une grande connaissance du sujet et une expérience de longue date qu'ils partageront tout au long de notre atelier. Le représentant du ministre des Transports, quant à lui, tout en saluant la tenue de ces assises qui font suite à celles au cours desquelles le Bénin a adopté son plan national d'intervention d'urgence, a rappelé les nombreuses actions du gouvernement visant la protection des eaux béninoises. Vu le développement du transport de produits pétroliers et des activités d'exploration pétrolière dans les eaux maritimes béninoises d'une part, et l'état de dégradation avancé des installations du champ pétrolier de Sémé, que le représentant avait rappelé tout à l'heure, le gouvernement du Bénin a décidé de rendre le dit plan opérationnel en faisant dérouler un exercice de simulation en vue de le tester. Cet exercice grandeur nature s'est donc déroulé du 7 au 11 mai 2018 sous la direction du préfet maritime avec le soutien logistique et technique du projet GOGIN de l'Union européenne. Dans le même ordre d'idée, le ministère du cadre de vie et du développement durable a organisé du 9 au 11 juillet 2018 un atelier sur le thème opérationnalisation du plan d'urgence contre les déversements d'hydrocarbures en mer. Les travaux de cet atelier connaîtront leur épilogue le jeudi 25 octobre 2018, une occasion pour les participants d'acquérir de nouvelles connaissances afin de renforcer les stratégies de prévention et de lutte contre les éventuelles pollutions des eaux béninoises par les hydrocarbures. Dans le cadre de la célébration du mois de l'habitat, la Direction générale de l'habitat, en collaboration avec la municipalité de Cotonou, a organisé ce lundi un atelier sur le bail à usage domestique. Objectif, vulgariser la loi auprès des élus locaux et des propriétaires. Reportage. Se loger dans un cadre de vie sain demeure la préoccupation des citoyens béninois. Ainsi, pour réduire les problèmes inhérents aux diverses locations d'habitation, la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin a été votée par les députés et promulguée par le chef de l'État, Patrice Talon. Une loi qui nécessite d'être vulgarisée, d'où le but de l'atelier de ce lundi 22 octobre 2018 organisé par la Direction générale de l'habitat et de la construction au profit des conseillers communaux, élus locaux, propriétaires de bâtiments. Il a été élaboré les tests d'application de cette loi, à savoir le projet de contrat type qui sera distribué désormais comme des imprimés à remplir juste par les contractants, c'est-à-dire le bailleur, le locataire et éventuellement l'agent immobilier. Également, j'ai parlé tantôt des agents immobiliers. Comment ces agents immobiliers seront désormais agréés. Le troisième test d'application, la loi a créé une commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou non. Malgré ces dispositions prises, quelques inquiétudes sont à noter. En voyant tout ce qui se passe autour des bails, les gens exagèrent. Aujourd'hui, concernant cette division qui nous donne droit que 3 mois, est vraiment salutaire. Et j'ai compris que beaucoup de personnes ont commencé par respecter. Mais le piège est que les gens n'ont pas pu analyser à parler des portions de l'électricité et de l'eau. Il faut savoir que les propriétaires aussi en souffrent. Il y a des locataires qui ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas les engagements au contrat. Alors, à qui on va s'adresser en ce moment-là? Nous n'avons plus de garantie pour dire, bon, nous avons 3 mois d'avance qui restent, on peut lui faire pression dessus. Alors, est-ce que si un locataire ne paye pas 1 mois de loyer, on peut l'expulser? C'est là le problème. Les participants à cette rencontre sont désormais outillés en ce qui concerne les mesures à prendre pour faire respecter l'application de cette loi.
Actualité hors du Bénin, blocage de route, plainte aux autorités. Au Gabon, les tensions sont vives entre les exploitants forestiers et les villageois qui sont dépossédés de leur forêt ancestrale. Les entreprises exploitant le bois ne respectent pas toujours les compensations promises aux populations locales. Reportage. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois. Ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. Direction les USA, nous prenons les mesures qui s'imposent, déclare le secrétaire d'État américain Mike Pompeo après avoir annoncé l'annulation des visas des responsables saoudiens impliqués dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Suivez. Nous travaillons également avec le département du Trésor pour examiner l'applicabilité des sanctions Magnitsky mondial à ces personnes. Ces sanctions ne seront pas le dernier mot des États-Unis à ce sujet. Nous continuerons d'explorer d'autres mesures pour tenir ceux qui en sont responsables de leurs actes. Nous continuons de maintenir un partenariat solide avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Ni le président ni moi ne sommes satisfaits de cette situation. Nos intérêts stratégiques communs avec l'Arabie Saoudite demeurent. Nous continuons d'examiner dans la mesure du possible le double impératif de protéger l'Amérique et de demander des comptes aux responsables de l'assassinat de M. Khashoggi. Nous continuerons à faire nos propres efforts, notre propre recherche de faits pour nous assurer que les décisions prises par les États-Unis sont fondées sur des faits réels et des données réelles que nous pouvons confirmer nous-mêmes. Nous prendrons certainement des informations provenant d'autres sources, les services de renseignement turcs, les Saoudiens. Nous évaluerons ces informations, nous les validerons et formerons notre propre jugement sur les faits. Puis, nous demanderons des comptes à ceux qui sont responsables sur la base des faits que nous jugerons appropriés. Nous allons travailler avec le Congrès. J'ai parlé à nos alliés dans le monde entier. Nous voulons nous assurer que tout le monde comprenne que les États-Unis ne croient pas que l'assassinat de Jamal Khashoggi était autre chose qu'un acte horrible et nous espérons que nous pourrons travailler ensemble avec le Congrès et nos alliés pour tenir les responsables et les rendre responsables. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.